On continue notre petite série sur Donjons et Dragons, on est à l'épisode 4, et aujourd'hui on va parler des règles de combat. On va pas parler de tout ce qui est possible dans les règles de combat, parce que c'est le cœur de Donjons et Dragons, donc ce serait interminable. On va parler d'initiative, de surprise, d'action. Brièvement, on va aborder les réactions, etc. Donc vraiment les bases dont vous, en tant que maître du jeu, et vos joueurs, vous aurez besoin pour commencer à jouer. Donc le combat dans Donjons et Dragons, c'est un jeu dans le jeu. C'est-à-dire qu'en temps normal, vos joueurs racontent simplement ce que font leurs personnages, vous leur décrivez le décor, etc. Et le modèle de jeu dans ces situations-là, quand on est en dehors du combat, c'est la discussion. Lorsque vous entrez en combat, le jeu continue à prendre la forme d'une discussion, puisque c'est un jeu de rôle, mais avec des règles un peu plus strictes pour mettre en place quelque chose de plus tactique et ludique, et concrètement, les règles sont du coup un petit peu plus complexes. De base, on va passer dans le mode combat lorsque deux camps opposés ou plus, il peut y avoir 3 camps, 4 camps, 50 000 camps, s'affrontent, que ce soit un duel ou une escarmouche plus importante. Notez que vous pouvez tout à fait utiliser les règles de combat, comme l'initiative et les tours de jeu, pour d'autres scènes de tension, où la mesure du temps a son importance, à savoir que chaque round représente 6 secondes. Il dure 6 secondes dans le jeu, c'est-à-dire dans l'histoire. Alors concrètement, comment ça se passe ? En gros, le combat il se déroule en plusieurs étapes. D'abord, on va déterminer la surprise. Ensuite, on va déterminer les positions des gens. Ensuite, on va jeter les dés pour déterminer l'initiative, donc l'ordre de jeu. On va jouer les tours de tous les belligérants, donc dans l'ordre déterminé par l'initiative. Et lorsque tout le monde a agi, un nouveau round va commencer et on va répéter cette 4e étape. On va rejouer tous les tours dans l'ordre, jusqu'à ce que le combat prenne fin. Le combat prend pas forcément fin quand tout le monde est mort. Un des camps peut se rendre, les gens peuvent fuir. Il y a d'autres façons de terminer un combat que un massacre. Donc d'abord, on va déterminer la surprise. Alors en général, pour déterminer la surprise, soit ça va être une question de bon sens, j'en sais rien. Vous attaquez un mec alors qu'il dormait, je sais même pas s'il faut faire un combat, normalement vous le tuez. Mais si vous tendez une embuscade, par exemple, vos adversaires que vous essayez de piéger vont faire des tests de perception, vous allez faire des tests de discrétion, et si leur jet de perception est inférieur à votre jet de discrétion, ils seront surpris pendant le premier tour. Alors la surprise, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'un personnage ne peut pas se déplacer ni effectuer d'action pendant un tour. Donc certains personnages d'un même camp peuvent être surpris alors que d'autres non. Ça marche pas en groupe. C'est pas tout un groupe qui est surpris par l'autre. Peut-être qu'il y aura quelqu'un qui est un peu plus alerte, qui va pas être surpris pendant le premier round, alors que ses alliés, eux, vont l'être. Il n'y a pas, du coup, non plus, à proprement parler de round de surprise. La surprise, c'est un état. Et donc, c'est les personnages individuellement qui sont surpris ou non. Donc, on va déterminer ça avant de commencer le combat. Ensuite, on va déterminer les positions. Donc, les positions, si vous jouez avec un plan quadrillé, vous allez poser les figurines, machin. Mais vous pouvez aussi déterminer les positions de manière un peu plus abstraite, en jouant en mode theater of the mind, c'est-à-dire juste vous parler. Le maître du jeu, par exemple, va demander où est-ce que vous êtes. Il y a un de vos joueurs qui va dire moi je suis caché derrière une colonne. Et le maître du jeu il va décrire un peu les distances, ça va être plus abstrait. C'est juste ça en fait, la détermination des positions. Donc ensuite il faut déterminer l'initiative. Donc basiquement dans Donjons et Dragons on détermine l'initiative en faisant des tests de dextérité. Vous faites tous les belligérants font des tests de dextérité et on va jouer dans l'ordre décroissant de ceux qui ont le résultat le plus élevé à ceux qui ont le résultat le plus faible. Si vous voulez gagner du temps en tant que maître du jeu, vous pouvez tout à fait faire une initiative de groupe pour certains PNJ. Genre je sais pas si vous affrontez des gobelins, des orques et des trolls, vous pouvez faire initiative de tous les gobelins, initiative de tous les orques, initiative de tous les trolls. Aussi notez que l'ordre reste le même d'un round à un autre, donc on relance pas l'initiative à chaque round. Ensuite, on va jouer les tours de tous les belligérants, donc on entre dans vraiment les règles de combat. Dans le déroulement du combat. Et ensuite, finalement, le combat va se dérouler round après round, et dans chaque round, un tour par belligérant, et puis voilà. Quand il y a votre tour de jeu, par défaut, vous pouvez vous déplacer et faire une action. Certaines règles spécifiques vont vous permettre de faire des actions en plus, mais ce sont des exceptions sur lesquelles on va pas s'étendre parce qu'il y en a beaucoup trop. Je vais brièvement les évoquer quand même. Mais si vous avez des questions sur des trucs plus spécifiques, j'en sais rien, que vous n'avez pas compris en lisant le livre de règles, vous pouvez poser des questions dans les commentaires. Peut-être que des gens pourront vous y répondre, parce que moi je suis pas l'expert ultime de Donjons et Dragons. Je pense que je pourrais répondre à la plupart de vos questions, mais peut-être que d'autres gens dans les commentaires pourront vous aider. C'est là où je voulais en venir. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un commentaire juste si la vidéo vous plaît, ça fait toujours plaisir. À liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça nous aide beaucoup. Donc par défaut, vous pouvez vous déplacer et faire une action.
Se déplacer, c'est simple. Vous vous déplacez à votre vitesse de déplacement. Voilà, c'est pas sorcier. Parfois, il va y avoir des terrains difficiles où vous allez vous déplacer à la moitié de votre vitesse de déplacement, des trucs comme ça. Il y a des règles spécifiques pour les créatures qui peuvent voler, nager, etc. Mais on va pas en parler dans cette vidéo. Typiquement, c'est le genre de truc, voilà, où je me dis, bah, si vous avez une question, posez-la dans les commentaires parce que sinon, on n'a pas fini. Ensuite, vous allez avoir une action par défaut. Donc une action, les actions, c'est un peu plus compliqué. Il y a plusieurs choses qui rentrent dans la catégorie des actions. Donc d'abord, l'action que vous allez faire le plus couramment en combat, bah, c'est très simple, c'est attaquer. Donc quand vous attaquez, bah, d'abord, vous allez choisir une cible qui se trouve à distance d'attaque. Donc si vous avez une arme de corps à corps, quelqu'un en corps à corps, si vous avez une arme de tir, quelqu'un qui est distant. Et ça peut être une créature, un objet, peu importe. Ensuite, vous allez déterminer les modificateurs qui vont s'appliquer à votre D20. La majorité du temps, quand vous êtes au corps à corps, vous ajoutez votre modificateur de force, et quand vous êtes à distance, vous ajoutez votre modificateur de dextérité. Et si vous maîtrisez l'arme dont vous vous servez, vous ajoutez votre bonus de maîtrise. Ensuite, vous jetez votre D20 pour résoudre l'attaque, tout simplement. Vous y ajoutez vos modificateurs, et si vous dépassez la classe d'armure de votre adversaire, vous le touchez, et vous faites ensuite votre jet de dégâts, les dégâts qui vont dépendre de l'arme que vous utilisez, et aussi de votre force ou de votre dextérité, de la même façon. Ensuite, la deuxième action que vous pouvez faire pendant un round, c'est chercher. Donc quand vous utilisez l'action chercher, toute votre attention se tourne vers l'objet de votre recherche, c'est pour ça que ça vous prend votre action du tour. C'est-à-dire que pendant tout le tour, vous vous consacrez à ça. Et donc du coup, en fonction de ce que vous cherchez, le maître du jeu pourra vous demander de faire un test de perception, d'investigation, quelque chose comme ça. Troisième action que vous pouvez faire, c'est aider. Quand vous aidez quelqu'un, globalement, ce que ça fait, c'est que vous donnez un avantage à cette personne. C'est-à-dire que cette personne va acheter 2 fois son D20, donc c'est assez conséquent, l'action aider. C'est-à-dire que si vous êtes en train de vous battre contre une créature qui a une classe d'armure énorme, et donc du coup c'est très difficile de la toucher, si vous êtes pas un très bon combattant, votre personnage, je sais pas, n'est pas très fort, et aider votre voisin au corps à corps, c'est franchement bien mieux à faire. Si votre voisin est meilleur que vous lui donnez 2 fois plus de chances de toucher. Moi je suis pas méga fan de la manière dont c'est géré, parce que en fait vous jetez pas de dés quand vous aidez quelqu'un. Alors ça veut dire que si à votre tour à chaque fois que vous aidez les gens, juste vous dites je l'aide, je fais diversion et puis basta quoi. Bien sûr avec le roleplay etc vous pouvez rendre ça plus intéressant, décrire la façon dont vous aidez l'autre joueur, mais par contre il n'y a pas vraiment de tension pendant votre tour à vous jetez pas de dés, vous êtes sûr que voilà, si vous aidez vous faites bénéficier d'un avantage à un autre, et c'est tout. Ensuite il y a l'action esquiver. Quand vous effectuez l'action esquiver, votre unique objectif, ça consiste à éviter les attaques pendant tout votre tour. Et donc, toutes les cibles qui vont vous attaquer pendant ce tour vont être désavantagées. Et vous-même, vous allez être avantagé sur vos jets de sauvegarde de dextérité. Donc en gros, vous consacrez toute votre attention à esquiver, à pas prendre de dégâts. Et ça sert vraiment quand vous êtes dans une situation catastrophique en fait. Par exemple, que vous devez fuir un combat, vous pouvez vous déplacer et esquiver. Donc ensuite, on a l'action se cacher. Donc comme son l'indique, elle sert à se cacher. Vous allez faire un test de dextérité avec... éventuellement bonus de maîtrise de discrétion. Il faut bien comprendre que ça ne marche pas automatiquement. C'est-à-dire que si vous êtes, je sais pas moi, dans une plaine complètement plate, sans aucun relief, il fait grand jour, etc., vous pouvez pas vous cacher. Il faut rester logique. Donc le maître du jeu va vous dire si les circonstances vous permettent de vous cacher ou pas. Et ensuite, tant que vous êtes caché, si vous avez réussi votre jet de discrétion, en gros, le résultat de votre jet de discrétion, en fait, ça va être la difficulté des tests de perception pour qu'on vous trouve. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas sorti de votre cachette, que vous n'êtes pas révélé, gardez à un endroit le résultat de votre test de discrétion, et les PNJ, pour vous trouver, ils vont faire des tests de perception. Ensuite, on a l'action se précipiter. Donc, se précipiter, c'est en fait que vous allez vous redéplacer. Vous allez utiliser votre action pour vous redéplacer en plus de votre déplacement gratuit, entre guillemets, votre déplacement de base dont vous bénéficiez. Donc si par exemple votre vitesse par round est de 9 mètres, ce qui est la moyenne, ce qui s'applique à la plupart des personnages, vous allez pouvoir vous déplacer de 18 mètres. Ensuite on a l'action se désengager. Donc ça, en gros, ça va vous permettre de vous retirer d'un corps à corps sans provoquer d'attaque d'opportunité. J'expliquerai ce que c'est les attaques d'opportunité un peu après. En gros, le principe, c'est que quand vous êtes au corps à corps avec quelqu'un, si vous vous déplacez juste pour vous en éloigner, il peut vous frapper, en plus de son action du tour habituel. Et il peut le faire dès le moment où vous vous déplacez, c'est-à-dire qu'il peut vous frapper en dehors de son round parce que vous lui tournez le dos, en gros, et du coup, il saisit cette opportunité pour vous frapper. Se désengager, du coup, ça veut dire que vous allez utiliser une action pour vous retirer du combat de manière safe et ne pas provoquer d'attaque d'opportunité.
Ensuite, on a se tenir prêt. Donc se tenir prêt, c'est un des plus compliqués. En gros, normalement, le round, comme je vous l'ai dit, il va se dérouler de manière décroissante dans l'ordre des initiatives. Et en fait, si vous êtes le premier à jouer dans un round, parce que vous avez l'initiative la plus élevée, par exemple, vous pouvez utiliser l'action se tenir prêt pour décaler, entre guillemets, votre action, pour la faire plus tard. En gros, se tenir prêt, ça va vous permettre d'utiliser votre réaction pour agir avant le début de votre prochain tour. Donc on n'a pas encore parlé des réactions, mais c'est un peu pareil que pour l'attaque d'opportunité. C'est en fait une action que vous allez pouvoir faire en plus de l'action normale dans certaines circonstances. Donc en gros, si vous faites se tenir prêt, vous allez utiliser votre action pour pouvoir faire une action en utilisant votre réaction plus tard. Vous allez choisir la situation qui va déclencher votre réaction, puis l'action que vous allez effectuer en réponse à ce déclencheur. Par exemple, vous êtes, très haut dans l'ordre d'initiative et vous voyez pas vos adversaires de l'endroit où vous êtes. Bah, vous pouvez dire, je bouge pas, je vais pas tirer maintenant parce que je vois pas encore mes adversaires, mais dès que quelqu'un va entrer dans mon champ de vision, je lui tire dessus, tout simplement. Et du coup, plus tard dans le round, s'il y a quelqu'un qui entre dans votre champ de vision, vous allez utiliser votre réaction pour pouvoir l'attaquer. Alors on n'a pas encore parlé de la magie, il y aura une vidéo là-dessus, mais notez que si vous utilisez l'action se tenir prêt pour lancer un sort, vous allez devoir maintenir votre concentration jusqu'au moment où il y aura le déclencheur et où vous allez le lancer. Donc si par exemple, je reprends l'exemple précédent, je dis ok, je prépare le sort projectile magique et je le lancerai que quand j'aurai quelqu'un qui sera dans mon champ de vision, qui va, par exemple, arriver dans le couloir. Je vais préparer le sort en fait au moment où je fais l'action se tenir prêt, et je vais le lancer au moment de ma réaction. Et entre les deux, si par exemple je prends des dégâts, je peux être déconcentré et perdre mon sort. Je vais devoir faire des tests pour voir si j'arrive à garder ma concentration et garder mon sort en main, entre guillemets. Donc les deux dernières actions, c'est utiliser un objet et lancer un sort. Alors il faut savoir que utiliser un objet et lancer un sort, c'est pas forcément des actions. Pour les objets, ça va être souvent une question de bon sens, ce sera pas toujours précisé. Mais il faut se demander si ça vous prend effectivement tout votre round d'utiliser cet objet ou pas. Vous pourriez très bien utiliser un objet gratuitement si c'est vraiment un tout petit truc, genre, lâcher quelque chose. Ce sera pas toujours un truc qui va vous prendre tout votre round. Pareil pour lancer un sort, mais là, ça dépendra de la description du sort. Ce sera écrit dans le sort, il aura un temps d'incantation. Donc voilà. Ça, c'est toutes les actions que vous pouvez faire. Ensuite, en plus, et on va pas passer beaucoup de temps là-dessus, vous pouvez potentiellement avoir des actions bonus en plus de votre déplacement et de votre action. Une action bonus, vous pourrez en faire qu'une seule par round. Et c'est uniquement quand une règle spécifique vous le permet. Donc en général, ça va venir de votre classe, etc. Genre, par exemple, le guerrier, il peut utiliser second souffle, c'est une des capacités de sa classe. Et pour une action bonus, il peut regagner des points de vie. Et en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que si votre classe vous donne plusieurs capacités qui peuvent être utilisées avec une action bonus, vous ne pouvez en faire qu'une par round, parce que vous n'avez qu'une action bonus disponible par round. Ensuite, on a les réactions. Donc, c'est par exemple ce que vous allez utiliser lorsque vous faites une attaque d'opportunité ou comme on l'expliquait avant, quand vous faites se tenir prêt. Ce qu'il faut noter, c'est que pareil, vous avez une seule réaction par round. Et comme les actions bonus, c'est uniquement quand une règle spécifique vous permet d'utiliser votre réaction que vous pouvez le faire. C'est pas, vous utiliserez pas une réaction à tous les rounds, tout comme vous n'utiliserez pas une action bonus à tous les rounds. Ça va dépendre de situations spécifiques. Ensuite, on a les autres activités mineures, du style parler, ouvrir une porte qui n'est pas fermée, etc. Tout ça, c'est un peu au jugé, mais en gros, tout ça, vous pouvez le faire à volonté, en fonction de comment vous aimez jouer. Peut-être que votre maître de jeu va vous limiter, vous dire, ok, vous pouvez dire qu'une phrase à un de vos voisins pendant le combat, parce que c'est très rapide, vous n'avez pas le temps de parler, mais c'est pas couvert par les règles, quoi. C'est vraiment à vous de juger. Alors, je vais quand même vous parler, dans les réactions, du coup, de l'attaque d'opportunité. En gros, le principe, c'est que quand vous vous éloignez d'une cible au corps à corps, elle pourra utiliser sa réaction pour vous frapper. C'est ça l'attaque d'opportunité. De la même façon, si un ennemi s'éloigne de vous alors que vous êtes en train de vous battre au corps à corps sans utiliser l'action se désengager, vous pourrez le frapper en utilisant votre réaction. Si vous avez bien suivi, vous avez qu'une réaction par round, donc vous n'aurez qu'une attaque d'opportunité par round. Et ensuite, il y a un dernier truc qui est assez important quand même pour les combats. Enfin, je pense que j'aurais pu en parler dans une autre vidéo, mais les combats, c'est quand même un des moments où on a le plus de chances de mourir. C'est la mort. Comment ça marche ? Quand vous tombez à 0 point de vie, vous pouvez soit mourir, soit perdre conscience. Vous mourrez instantanément quand vous prenez des dégâts vraiment élevés, c'est-à-dire quand vous arrivez à 0 point de vie et que les dégâts excédentaires dépassent votre maximum de points de vie. Donc je sais pas, imaginons j'ai 10 points de vie. Si je me prends 50 de dégâts, j'arrive à 0 point de vie, je suis inconscient, mais en fait,
Au-delà de ça, il reste encore 40 points de dégâts qui pourraient m'être infligés, et comme c'est supérieur à mon maximum de points de vie, je meurs instantanément. Si vous ne mourrez pas instantanément, en fait, quand vous arrivez à 0 points de vie, vous perdez conscience. Vous reprendrez conscience dès que vous regagnerez un point de vie. En gros, tant que vous restez à 0 point de vie, à chaque tour, vous allez devoir faire un jet de sauvegarde spécial qu'on appelle le jet de sauvegarde contre la mort, qui permet de déterminer si vous sombrez doucement dans le néant ou si vous accrochez à la vie. Ce qui va se passer donc, c'est qu'à chaque fois que vous commencez un tour à 0 point de vie, donc c'est-à-dire que vous ne devez pas faire votre jet de sauvegarde contre la mort dès le moment où vous arrivez à 0 point de vie, ce sera au tour suivant. À chaque fois que vous commencez donc un tour à 0 point de vie, vous allez jeter un D20. Vous lancez le D20 sur un résultat de 10 ou plus, vous avez réussi votre jet de sauvegarde contre la mort, et sinon, si vous faites 9 ou moins, c'est un échec. Vous notez à chaque fois que vous faites un échec et à chaque fois que vous faites un succès. Dès le moment où vous cumulez 3 succès, vous êtes stabilisé, et du coup, vous n'avez plus besoin de faire de jet de sauvegarde contre la mort. Dès le moment où vous faites 3 échecs, que vous cumulez 3 échecs, vous mourrez. Le compteur d'échecs et de succès au jet de sauvegarde contre la mort, il est remis à 0 dès que vous récupérez des points de vie. Ce qui est pour moi pas une très bonne règle, enfin moi j'aime pas en tout cas, parce que ça donne vraiment quasiment aucune chance à des personnages de mourir, passer quelques niveaux quand ils commencent à avoir un peu de points de vie et tout. Et du coup je trouve que ça enlève un peu de tension. Donc optionnellement ce que vous pouvez faire, c'est considérer que le compteur de jet de sauvegarde contre la mort ne se remet à 0 que quand vos personnages sont bien reposés dans une auberge, etc. Que ça se remet pas à 0 dès qu'ils regagnent des points de vie. À vous de voir. Si vous faites un 1 sur le D20 lors de votre jet de sauvegarde contre la mort, vous cochez directement 2 échecs. Ça compte comme 2 échecs pour votre compteur. Et si vous faites 20, et ben là vous regagnez carrément un point de vie et vous êtes plus inconscient. Si vous subissez des dégâts alors que vous êtes déjà à 0 point de vie, vous devez ajouter un échec à votre compteur de jet de sauvegarde contre la mort. Si les dégâts qui sont infligés sont des dégâts critiques, que vous prenez un coup critique, ils comptent comme 2 échecs. Donc voilà. Ça c'était les jets de sauvegarde contre la mort. Et ça nous a fait aborder les attaques, enfin les dégâts critiques, que j'avais complètement oublié, du coup je vais en parler aussi. Donc quand vous faites votre jet de D20 pour voir si vous touchez quelqu'un, si vous faites un 1 c'est toujours un échec, mais si vous faites un 20 c'est un coup critique. Quand vous faites un coup critique, en gros, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que vous allez lancer 2 fois vos dégâts. Vous allez lancer le double en termes de nombre de dés de dégâts. Ce qui va pas forcément, et c'est ça que je trouve un petit peu dommage, vous permettre de faire beaucoup plus de dégâts, parce que même si vous jetez plus de dés, imaginons ils font tous 1, bah vous faites un coup critique qui fait pas beaucoup de dégâts. Donc optionnellement, ce que vous pouvez faire, c'est un truc que j'avais vu dans une vidéo YouTube des Dungeon Dudes, c'est que vous allez faire vos dégâts maximum, plus les rejeter. Comme ça, dans tous les cas, votre coup critique, eh ben, c'est un vrai coup critique. Il est stylé. Une fois de plus, c'est un peu à votre appréciation, c'est comme ce que j'expliquais pour les jets de sauvegarde. Donc voilà, c'est tout pour ces vidéos. Clairement, j'ai pas couvert tous les aspects du combat, et mon explication de se tenir prêt était peut-être un petit peu confuse, je dois l'admettre. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si j'ai dit une bêtise, dites-le aussi dans les commentaires pour que justement les gens le sachent et ne se trompent pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner, ça nous aide beaucoup. On approche les 1000 abonnés, c'est super cool, on vous remercie. Et si vous êtes un maître du jeu débutant, vous pouvez vous rendre sur www.lebonmj.com, vous allez trouver un guide gratuit, un guide pour les maîtres du jeu débutants pour préparer leur première partie de jeu de rôle. Ça va vous aider à convaincre vos amis de jouer. Il y a des petits conseils pour vous améliorer entre les parties, des petits conseils pour créer des scénarios, pour bien comprendre votre rôle, et aussi des encouragements, des messages encourageants qui, je pense, vont vous aider à passer à l'acte si vous hésitiez encore à vous lancer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.